On est en 1152 et Louis VII, roi de France, vient de divorcer. Et ouais, ça commence comme ça, une histoire triste. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mais vous croyez que c'est un événement banal, ce divorce? Alors que pas du tout. Parce que le royaume français qui est en vert sur cette carte. Mais pourquoi c'est vert? Pourquoi c'est pas bleu? Parce que c'est comme ça, Kevin, commence pas à me faire... Alors, je disais, la France passe donc de ça à ça. Alors oui, il faut préciser que son ex, c'est quand même Aliénor d'Aquitaine. Et comme son nom l'indique, elle est duchesse d'Aquitaine, donc elle a en dot un sacré morceau de territoire, comme nous pouvons l'admirer ici. Et comme si ça suffisait pas, elle est allée se marier avec le roi d'Angleterre après son divorce. Non mais sérieux. Enfin bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça devient tendu pour le royaume français qui est encerclé par les Anglais désormais. Oui, mais actu d'histoire. Le roi d'Angleterre, il doit rendre hommage à la France parce que c'est son suzerain et lui, c'est son vassal. Alors oui, Kevin, en effet, dans la pyramide féodale, l'Angleterre doit respect à la France. C'est bien que tu précises d'ailleurs parce que ça me permet d'introduire rapidement le principe du monde féodal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France est encore le suzerain des Anglais à cette époque, pour des raisons que j'étayerai une autre fois. L'Angleterre est alors le vassal de la France. Cette dernière obtient la protection de la France en échange de la reconnaissance de la supériorité et du contrôle de celle-ci. Ce système féodal perdure depuis Charlemagne et jusque la fin du Moyen-Âge en France, et il convient donc de l'assimiler pour bien comprendre cette période. Mais bon, avec un territoire et une puissance comme ça, mon petit Kevin, en tant qu'Anglais, je pense que je tenterai de me défaire de ce lien de soumission. Et c'est ce que le pays va tenter de faire par la suite d'ailleurs. Les deux pays vont donc, en gros, vouloir se foutre sur la tronche dans ce contexte de féodalité et de divorce pas vraiment à l'amiable. Louis VII, notre roi malheureux, va dans ce contexte tout de même trouver une autre femme pour mettre au monde le protagoniste principal de notre histoire, vous l'avez deviné, Philippe Auguste. Philippe prend le trône à la mort de son père et c'est un sacré bordel, faut le dire. Il va tenter de répondre à la problématique anglaise par différents moyens. De manière vicieuse, il va tout d'abord attiser les tensions entre les membres de la famille anglaise, créant coup d'état et trahison, un scénario digne des feux de l'amour. En plus de cela, il combat et réduit progressivement la part des territoires anglais l'encerclant et reprend même la Normandie en 1204. Car oui, si t'étais pas au courant, la Normandie c'est anglais. Ou l'Angleterre c'est normand. Va savoir. Enfin bon, il n'y a pas que l'Angleterre qui est un vassal un peu virevoltant dont il faut canaliser les ardeurs. Je roucoule, je broie la langue de Molière. Pour ne prendre que l'exemple de la Flandre, Philippe a dû rompre par la diplomatie ou par la force de nombreuses de ses volontés d'indépendance. On le voit ici, finalement, la féodalité c'est un jeu constant entre des acteurs qui tentent d'imposer leur vue à celui qui les dirige. Sauf qu'au bout d'un moment, les vassaux se coalisent et ça peut très vite partir en vrille. En effet, en 1214, l'Angleterre s'associe avec de nombreux seigneurs contre le roi français et forme une coalition inédite composée de la Flandre, du comté de Boulogne et même de l'empereur germanique qui souhaite profiter de l'occasion pour affaiblir le roi français un poil trop à l'aise. Et c'est là que Philippe va devoir prouver qu'il mérite son trône car l'objectif des coalisés est clairement de se partager le royaume. Alors que Philippe entend parler du débarquement anglais du roi Jean sans Terre à La Rochelle, il envoie son fils répondre avec un bout d'armée. De son côté, il doit aller défendre l'est du pays, où l'autre morceau de la coalition a décidé d'attaquer simultanément. Le royaume est clairement pris en sandwich. Mais c'était sans compter sur la faiblesse du roi anglais qui se défile face à la menace d'une bataille contre l'armée de Louis. L'Angleterre déçoit alors tous ses supporters venus en nombre soutenir son armée en France. Enfin bon, libéré de la non-menace du roi anglais, Philippe est donc le dernier rempart avec son armée à l'est. La victoire est impérative. Le roi français prépare alors la bataille en se reposant sous un arbre. Un repos bien mérité après avoir traversé la France pour se rendre au niveau de la future frontière du pays qu'on appellera plus tard la Belgique.
Quelle idée, c'est quoi ce pays encore? L'empereur et le roi arrivent au niveau du village de Bouvines un dimanche. Or, chrétien ou pas, on sait que le dimanche c'est un jour de repos et surtout de non-bataille. Mais bon, apparemment, le Saint-Empire germanique n'est pas si saint que cela, et son empereur décide d'attaquer quand même. Philippe est très pieux et hésite alors à s'y rendre. Mais il considère que Dieu sera avec lui si c'est une bataille défensive qu'il doit négocier. Il réalise alors une courte prière et grimpe sur son cheval au cri de « Aux armes, hommes de guerre, aux armes !» Spartiate! Quel est votre métier? Le principal chroniqueur de cette bataille, Guillaume le Breton, nous raconte même que le roi semble heureux de se bagarrer et a le visage animé, avec une joie aussi vive que si l'on l'avait invité à une noce. Le Philippe, il est clairement serein. Au niveau du champ de bataille, les armées s'organisent. D'un côté, les coalisés de l'empereur, du comte de Flandre et du comte de Boulogne. De l'autre, l'armée du roi français, composée de milices communales et de vassaux le soutenant, comme la Bourgogne. Les soldats coalisés sont en surnombre, mais Dieu est avec le roi et rien ne peut l'empêcher de vaincre. Et pourtant, après une attaque frontale, Philippe chute de son cheval et se retrouve coincé sous sa monture. La fin est si proche. La bataille va-t-elle se finir si vite? L'histoire du royaume français sera-t-elle si courte? En est-ce fini du règne glorieux de Philippe? Laisse un pouce bleu et un commentaire si tu penses qu'il va s'en sortir. Et bien évidemment qu'il s'en sort, j'espère que tu as laissé ton pouce bleu. La bravoure de seigneurs alliés va s'exprimer, et le roi va être défendu avec rage et courage. Je roucoule! L'empereur Othon, de son côté, n'aura pas le même destin, car lorsque son cheval est blessé, il décide tout simplement de s'enfuir. Le lourd empereur germanique, avec toute sa grâce et sa puissance, s'est enfui. Heureusement que dans le camp coalisé, d'autres hommes se démarquent et montrent plus de valeur comme le comte de Boulogne. Il est même décrit comme se battant si durement que nul ne pouvait le vaincre ou le surmonter. Mais les forces du roi sont finalement supérieures et finissent par rompre la coalition. La victoire est à Philippe après 5 heures de combat. Non mais passez-moi votre cardio les gars! Bon, au final, ce ne seront pas moins de 300 prisonniers qui seront faits, ce qui est un chiffre très important pour l'époque. Mais comment le roi a-t-il pu l'emporter face à une armée en surnombre? En réalité, cela n'a pas favorisé la cohésion des ennemis du roi, et cela a même pu créer de la confusion dans la stratégie de l'armée adverse. Autre point, la chute de Philippe semble avoir pu relancer ses troupes après la vaillance qui a été mise en œuvre pour sauver le roi. Bon, certes, il s'est juste fracassé sur le sol, mais perdre son chef durant une bataille était facilement synonyme de défaite, et le sauver n'a pu que rassurer son armée. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. De plus, de nombreux chevaliers se sont démarqués dans l'armée du roi, par leur bravoure, comme Eudes de Bourgogne ou encore Étienne de Longchamp. Et tout cela sans oublier le conseiller du roi, frère Guérin, qui en plus d'être évêque, casse des visages sur le champ de bataille à ses heures perdues. Et pour finir de manière plus mystique, le jugement divin s'est abattu à Bouvines. Appeler à la bataille un dimanche n'a pas plu au seigneur et l'empereur goûta alors à la défaite. Au-delà de toutes ces raisons, il y a dans tous les cas une victoire éclatante au bout. Le petit Philippe, il va alors voir tous ses rivaux sombrer petit à petit. Les comtes de Flandre et de Boulogne, il va les emprisonner pendant très longtemps. Au point que le comte de Boulogne meurt en prison 10 ans plus tard, et que celui de Flandre n'est libéré que 20 ans plus tard, sous le règne de Louis, le fils de Philippe. Jean sans Terre, le roi anglais, va être totalement remis en question par son parlement, au point que le parlement lui-même va demander à Louis, qui est toujours le fils de Philippe, et qui a fait fuir les Anglais, de devenir roi à sa place. C'est pas fou ça? L'Angleterre aurait pu devenir française. Mais bon, il n'était pas vraiment soutenu par tout le monde, et puis finalement, Jean sans Terre meurt donc. On place son fils sur le trône et ça règle à peu près tout. L'empereur Germain, quant à lui, le fuyard de Bouvines, sera tout simplement destitué en 1215. Bref, Philippe Auguste marque clairement les esprits de son époque, tout en affirmant la place de la dynastie française des Capétiens dans le concert des puissances européennes. Certains auteurs évoquent Bouvines comme le point tournant de la naissance de la France,
ou tout du moins du sentiment d'appartenance à la France dans sa population. En effet, le Moyen-Âge, c'est pas la France telle qu'on la connaît. Son état centralisé, sa culture commune, son armée. Ce n'est qu'un territoire finalement divisé, une panoplie de duchés et de vassaux qui ne sont unis que par intérêt avec le royaume. Et pour la populace, les gueux, les prolos, la vie est encore très orientée localement. On vit à travers son village et l'idée d'un pays uni est bien lointaine. Mais Bouvines serait le tournant, selon Duby, mais aussi selon Favier, qui en aurait dit que ce serait l'une des batailles décisives et symboliques de l'histoire de France. En effet, il est remarqué dans certaines chroniques que des festivités et des acclamations ont fortement eu lieu sur le chemin du retour du roi, mais aussi après. Cependant, cela reste à nuancer. Et ouais mon gars, t'as cru que la France, ça se fait juste en tapant sur un Allemand et un Anglais? En fait, on remarque que ce sont surtout les habitants du bassin parisien qui commencent à développer ce sentiment nationaliste. De plus, d'autres auteurs, comme Jules Michelet, soulignent plus l'importance de l'oppression du roi envers ses propres vassaux plutôt qu'un possible événement fédérateur. Finalement, ce qu'il faut retenir de factuel, c'est que Bouvines sera dans tous les cas utilisé bien plus tard par les autorités françaises dans des objectifs tous différents, dépendant du contexte. Ce sera le cas du roi Louis-Philippe, qui affichera un tableau de la victoire à Versailles pour célébrer les batailles passées de la France, mais ce sont surtout les autorités républicaines après 1870 qui en useront pour unir la nation autour de ce cadre de pensée commun et glorieux. Merci à toi d'être resté jusque la fin, ça me fait très plaisir. Si tu as apprécié, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, et aussi abonne-toi pour être au courant de la sortie de mes futures vidéos.